à tous, moi je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Quand vous verrez ces images, je devrais être dans la Station spatiale internationale, 450 km au-dessus de vos têtes pour ma mission de 6 mois, donc qui a débuté en novembre 2016. Moi je suis né en Normandie. La Normandie pour moi c'est beaucoup de souvenirs d'enfance, c'est là que tout a commencé, donc c'est des choses qui me ramènent à mon passé. C'est aussi une terre d'aéronautique, on ne le sait pas, mais on ne le sait pas assez du moins, mais il y a beaucoup d'industries aéronautiques et spatiales en Normandie. Moi, mes parents m'ont toujours dit que c'était important d'avoir des racines et des ailes. Moi, mes racines, elles sont là, elles ont toujours été là, et puis c'est là que je reviens de temps en temps pour me ressourcer un petit peu. Et puis les ailes, je les ai aujourd'hui dans mon métier, qui m'emmène dans la Station spatiale internationale pour 6 mois, et puis j'espère dans le futur encore plus loin dans l'espace. Quand on parle de la Normandie qui se réunifie, moi je pense que c'est quelque chose de très positif. Moi j'essaie de me tourner vers l'avenir, pas trop par le passé. Et puis moi je suis européen, français, normand, mais je trouve qu'il faut vraiment parfois changer un peu d'échelle. Moi je travaille pour l'Agence spatiale européenne, on a des coopérations avec la NASA, avec les Russes. Donc demain, les missions spatiales, elles seront internationales. On ne peut plus rester à des petites échelles comme ça. Bien sûr, c'est important d'être local, mais il faut vraiment s'ouvrir au monde. Il faut grandir, il faut faire des choses ensemble, pas seulement dans son coin. Donc je trouve que les gens se parlent, s'unissent, et puis aient confiance en l'avenir, et pas peur de changer. C'est très positif. Moi, j'essaie de faire ça dans ma vie, et puis je suis fier qu'on le fasse en France. Voilà. Qui mieux que Thomas Pesquet pouvait ouvrir ses premières assises de la Normandie 2016. Bonjour à toutes et à tous, et bien sûr, merci de votre présence. Thomas Pesquet, c'est un jeune trentenaire rouennais qui est devenu, vous le savez, astronaute. Il a décollé le 17 novembre dernier pour une mission sur la Station spatiale internationale, mission d'une durée de 6 mois. Thomas Pesquet, c'est le symbole d'une Normandie fière de ses racines, il l'a dit, mais également tournée vers l'avenir. La Normandie, hier, coupée en deux, aujourd'hui, elle ne fait qu'une, cette belle Normandie, consciente de ses atouts, mais aussi peut-être de quelques faiblesses. C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Cette nouvelle région va devoir donc jouer collectif, comme on dit. Elle doit s'unir pour être plus forte et compter comme l'un des territoires d'avenir de notre pays. Elle en a les capacités, on veut le croire. Elle en a la volonté, c'est ce que nous disent en tout cas ses responsables politiques. Ces assises seront donc l'occasion d'entendre tout au long de cette journée le témoignage des acteurs normands, témoignages qui seront ponctués, et je voudrais le saluer toute la journée, par le crayon et la plume acérée du dessinateur et du caricaturiste Emmanuel Chenu, que les électeurs de Ouest France connaissent bien. Voilà, je ne sais pas s'il a déjà commencé à dessiner, on peut l'applaudir, Emmanuel. Voilà, il est derrière, il travaille dans l'ombre, mais ses dessins sont en pleine lumière. Normandie 2016, une première dans un lieu qui symbolise lui aussi, et là on peut le dire, une nouveauté, ce fameux centre de congrès du Havre, dont la peinture des murs est encore à peine sèche. C'est le moins que l'on puisse dire. Merci donc, et là je vais vous demander de les applaudir parce qu'ils ont réalisé un travail mais absolument phénoménal. Depuis plusieurs jours, les équipes de Pascale Hermite, qui est la directrice du centre de congrès, travaillent 24 heures sur 24 pour nous accueillir dans les conditions d'aujourd'hui. Donc merci à elle, et on peut un grand bravo pour la prouesse de ces équipes. On pourra d'ailleurs vous montrer à quoi ressemblait il y a encore 24 heures ce centre de congrès. On a quelques photos, on essaiera de les projeter un moment dans la journée. Merci également à Édouard Philippe de sa présence, député maire du Havre, de nous accueillir dans sa ville. Édouard Philippe, si vous voulez bien nous rejoindre pour un petit mot d'accueil. Bonjour. Voilà, vous avez votre tribune. Bonjour à tous.
Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue au Havre, dans cette métropole maritime, dans cette ville portuaire, fondée il y a 499 ans, dans cette ville ouverte au monde, ce qui lui a valu sa richesse et ce qui lui a valu aussi parfois ses moments difficiles. Bienvenue dans la plus grande ville de Normandie, je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour mes amis rouennais et cannais. Bienvenue dans une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans une ville industrielle, portuaire, qui assume cette identité industrielle et portuaire, mais qui a fait le choix de s'ouvrir vers le tourisme, vers la mise en valeur du patrimoine et de la création culturelle. Bref, bienvenue au Havre. Et bienvenue dans ce carré des docks, qui est encore plus récent que le Havre, dont j'ai suivi, puisqu'il est l'œuvre d'une société publique locale, émanation de la ville et de l'agglomération havraise, dont j'ai suivi l'aménagement au jour le jour, et il y a encore 48 heures, j'avais parfois des sueurs froides à l'idée que nous puissions organiser cette réunion aujourd'hui dans ce lieu, mais nous le pouvons et je crois que vous êtes bien accueillis. Ce carré des docks n'a pas encore été inauguré. Vous êtes donc les premiers, vraiment littéralement les premiers, à profiter de cette installation avant même qu'elle ne soit officiellement inaugurée la semaine prochaine. Et finalement, je me réjouis que la première manifestation organisée dans ce lieu soit une manifestation consacrée à la Normandie et soit une manifestation qui permet d'accueillir des Normands venus de tout le territoire. Bienvenue à ces premières assises de la Normandie. Alors, comme je suis un peu juriste, quand j'entends parler d'assises, je frémis, mais quand j'entends parler de Normandie, je me réjouis. Et je suis très heureux que nous puissions aujourd'hui réfléchir à ce qu'est la Normandie, à ce qu'elle peut devenir, à ses atouts, à ses limites parfois, en tout cas à ses défis. Je pense qu'il y a un grand nombre de choses qui nous relient aujourd'hui. Et probablement une de ces choses, c'est l'attachement que nous portons à notre région, à ses territoires, à sa diversité, à ce qui fait son histoire et son identité. Je me réjouis que nous puissions enfin parler de la Normandie et qu'après une longue parenthèse administrative et après une longue parenthèse historique, les pouvoirs publics aient décidé d'enfin réunifier les deux Normandies qui subsistaient et qui se regardaient trop souvent en chiens de faïence. D'une certaine façon, et pour reprendre la formule qui avait été utilisée par un président de la République à propos de l'Allemagne, je suis heureux que cette unification permette à la Normandie de retrouver, comme on rentre chez soi, son histoire et sa géographie. Je suis tellement heureux de cette réunification que je l'ai votée. Et je crois être le seul parlementaire de la droite et du centre à l'avoir votée. Et je m'en réjouis, car il ne faut pas toujours se singulariser, mais parfois ça fait du bien. La Normandie aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe, bien entendu, mais qui reste assez largement à construire. Et pour que nous réussissions collectivement ce territoire, cette Normandie, il faut, et c'est la première chose à avoir en tête, une vision et une volonté. J'ai l'intime conviction, la certitude même, que ceux dont c'est la charge, et notamment les élus régionaux, et notamment le nouvel exécutif régional, partagent cette conviction, assument cette volonté et veulent mettre en œuvre les instruments et les mécanismes qui permettront à la Normandie de trouver la place qu'elle peut occuper sur la scène nationale et sur la scène internationale, et qui permettront à la Normandie d'offrir à ceux qui y vivent et à ceux qui ont choisi d'y vivre. Il y aura des bruits bizarres aujourd'hui. Ça, c'est quand c'est pas complètement fini, il y a parfois des bruits bizarres. Mais la commission de sécurité est passée, la vie est favorable. Donc n'ayez pas peur. Il faut évidemment permettre à ceux qui vivent en Normandie de trouver tous les moyens pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent produire, pour qu'ils puissent créer, pour qu'ils puissent offrir le meilleur cadre de vie à ceux qui leur sont chers. Nous avons 3 atouts fondamentaux, je crois, en Normandie. Le premier, c'est un mot compliqué à utiliser et qu'il faut utiliser toujours avec prudence. C'est un concept plus qu'un mot encore. C'est celui, pardon de le dire un peu brutalement,
un matin, c'est celui d'identité. La Normandie, ça existe. Et quand je vois les grandes régions qui résistent en Europe, je vois des grandes régions qui ne sont pas d'ailleurs toujours très grandes, mais qui ont toujours une identité très forte. La Catalogne, la Lombardie, la Bavière, Hambourg, pour bien montrer qu'au fond, ça n'est pas forcément l'effet de taille qui compte, ni même l'effet de population, mais justement cette identité très forte qui est portée par un territoire. Et la Normandie, ça existe depuis longtemps, c'est connu, c'est reconnu, et je ne vois pas le... Voilà, c'est ça, on prend le Havre. Il est bien, ce Chonu. Il est bien. Bref, une identité très forte sur laquelle on doit s'appuyer. La Normandie, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une marque, c'est quelque chose qui est connu à l'extérieur, et c'est évidemment un atout considérable qu'il faut mettre en avant. Le deuxième facteur sur lequel nous devons nous appuyer, ce sont les compétences. Et elles sont nombreuses et diversifiées en Normandie. Je crois savoir, et je parle sous contrôle de gens qui sont beaucoup plus sachants que moi, que la Normandie est la région qui abrite le plus d'AOP ou de AOC en France, et probablement une des plus ce type de dispositif de protection en Europe. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ouais. Vous ne m'arrêtez pas, c'est pas évident de parler avec lui derrière. Et donc ces compétences, qui sont des compétences agricoles, qui sont des compétences portuaires, qui sont des compétences industrielles, qui sont une richesse patrimoniale assumée et mise en avant, elles doivent nous aider à avancer, elles doivent nous aider à faire valoir nos atouts sur une scène qui est une scène de compétition internationale. Et puis enfin, il y a une vocation normande, à la conquête. Les Normands sont des conquérants. Et il ne s'agit pas pour nous, mes chers amis, de vouloir rétablir la Normandie dans ses frontières naturelles du XIIe siècle, à l'époque où les Normands contrôlaient le sud de l'Italie, la Sicile, la principauté d'Antioche, à l'époque où les Normands allaient provoquer Byzance sur son terrain de jeu. Je ne vous propose pas de rétablir la Normandie dans les frontières du XIIe siècle, et je ne crois pas que le président Morin ait vocation à remplacer dans l'imaginaire collectif Roger II, premier roi de Sicile. Je ne crois pas. On lui posera la question. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'il y a en Normandie une identité conquérante et en vérité une identité ouverte sur le monde. Et ça n'est pas rien de le dire ici, au Havre, qui est le premier port français. Avec à Marseille, parfois ils ne sont pas contents quand je dis ça, nos amis marseillais, mais comme je ne suis pas totalement certain que Ouest France est, pour l'instant, une diffusion massive à Marseille, peut-être que ça viendra, je le souhaite. Pour l'instant, ce n'est pas complètement la zone de chalandise. Je peux dire que c'est au moins le premier port pour le commerce extérieur et que c'est à l'évidence le port le plus dynamique et celui qui a vocation à être le premier port en France. Et bien cette ouverture au monde, cette réalité qui fait que nous n'existons et que nous ne pouvons nous développer que parce que nous regardons à l'extérieur, que parce que nous échangeons avec l'extérieur, que parce que nous voulons conquérir, pacifiquement bien entendu, l'extérieur, eh bien c'est ici au Havre qu'on l'exprime probablement le plus simplement et le plus facilement. Bienvenue, mesdames et messieurs, au Havre, bienvenue dans cette fin d'année 2016 qui aura été riche en événements parfois tragiques. L'année prochaine, nous serons en 2017 et nous fêterons le 500e anniversaire de la ville. Et nous fêterons cette ville étonnante, souvent reconstruite, car souvent détruite. Cette ville qui a encore beaucoup de choses à dire et à faire. Cette ville qui veut séduire, qui veut surprendre, qui surprendra tout au long de l'année prochaine grâce à une programmation culturelle véritablement étonnante. Les premières assises de la Normandie se passent ici, mais revenez. Revenez l'année prochaine, vous pouvez même revenir avant l'année prochaine, revenez quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Je vous invite à regagner votre place et on va maintenant accueillir François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, qui va nous dire un petit mot sur ces assises et sur, évidemment, le premier quotidien français. Bonjour à tous. François-Xavier, bon, question un peu bateau, mais il faut la poser. Pourquoi Normandie 2016 ?
C'est notre pierre à l'édifice. C'est notre pierre à l'édifice, finalement, cette nouvelle région Normandie qui, selon nous, va dans le sens de l'histoire. Elle pose plein de questions, elle ouvre un champ d'opportunités extraordinaire, même si ça pose, il n'y a pas que des choses simples. Mais nous nous sommes dit que c'était notre rôle, finalement, de faire vivre ce débat sur cette grande région que Ouest France connaît bien. Je rappelle que Ouest France est en Normandie depuis le début, c'est-à-dire depuis 1944, même si le journal était moins présent dans cette partie de la Haute-Normandie. Donc cet événement, dans ce lieu aujourd'hui, ouvert ce matin, et dans cette belle ville du Havre, pour nous, c'est un symbole très fort. Et voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Alors, François-Xavier, tu le disais, Ouest France est en Normandie depuis 1944. C'est quoi la stratégie du quotidien aujourd'hui dans cette région réunifiée? Je dirais d'abord qu'à l'heure de l'économie numérique, un journal francophone comme Ouest France a une zone de diffusion qui va bien au-delà de l'Ouest, puisque nous sommes lus, nous avons des abonnés aujourd'hui dans 180 pays. Mais Ouest France est le journal d'un territoire. La Normandie se crée. Nous avons aujourd'hui une seule grande région. Il était inimaginable pour Ouest France de ne pas parler à ses lecteurs, à tous ses lecteurs, de l'ensemble de la région. Donc notre stratégie, s'il y en a une, c'est simplement d'être à l'écoute de notre territoire, de montrer notre territoire au reste de l'Ouest et de montrer notre territoire au reste de la France aussi, y compris aux Marseillais, puisque nous avons depuis quelques semaines maintenant une édition nationale qui est une édition numérique. Alors, lorsque je discutais avec toi justement pour préparer cet entretien, il y a un mot qui revenait sans cesse dans tes propos, c'était le terme humilité. Oui. C'est un terme très important. Parce que le lien entre un journal et ses lecteurs, c'est d'abord le lien entre un journal et une personne à qui il faut savoir parler de sa vie quotidienne. Donc, nous avons toujours à l'égard de nos lecteurs une démarche pleine d'humilité. Ça se mérite. Ça se mérite un lecteur, ça se mérite une lectrice. Et notre démarche, elle est là. À nous de nous rendre accessibles aux gens. C'est ça notre démarche. Alors, humilité en Normandie et en même temps, concernant la politique événementielle, et ces assises d'ailleurs en sont l'image, une politique volontariste, offensive. Ouest France aujourd'hui développe des assises dans oui. Bien des domaines qui sont ces domaines qui font l'ADN de ce quotidien. Oui, Ouest France est à l'écoute de son territoire et nous avons la volonté farouche d'être utile à notre territoire et de participer au développement économique. Et donc, aux côtés des filières économiques qui font le développement du territoire, nous pensons que nous avons un rôle à jouer. J'en profite pour rappeler que l'année prochaine, ici au Havre, le groupe Ouest France organisera les assises de l'économie de la mer, c'est-à-dire 2000 responsables de l'économie de la mer qui seront présents ici. Le 21 et le 22 novembre 2017. Voilà. Nous organisons à Caen un grand événement de portée nationale autour de l'économie de la filière équine, puisque l'Ouest, et notamment la Normandie est la région de France où cette filière est la plus présente. Et nous organisons aussi à Rennes un grand événement de réflexion autour de l'agriculture et de l'alimentation, en y réfléchissant au niveau mondial. Et là encore, nous pensons que c'est le rôle d'un grand média comme Ouest France de faire vivre ces débats. Et les filières économiques aujourd'hui, elles ont besoin de regarder l'avenir, de faire de la prospective et de réfléchir. Et voilà pourquoi on est là. Merci François-Xavier. Et une nouvelle, t'as qu'à t'abonner, absolument. Abonnez-vous. Et puisque nous parlions de chiffres et des prochaines assises, voici pour commencer donc ces assises, eh bien, ce qu'on a appelé l'ADN des entreprises normandes. ADN qui va nous être relaté par Thomas Fécamp du cabinet KPMG. Thomas, je vous invite à nous rejoindre pour nous présenter, allez, en quelques slides, la cartographie des entreprises normandes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre accueil dans cette magnifique assemblée. Lorsque le groupe Ouest France nous a sollicité avec grand plaisir, je dois le reconnaître, il y a quelques mois, pour participer à ces assises de la Normandie, il nous est paru tout à fait naturel de vous présenter notre vision de l'ADN des entreprises normandes. Alors, tout d'abord, l'ADN des entreprises normandes, elle est basée sur une caractéristique importante, la Normandie. Slide suivante, s'il vous plaît. La Normandie, voilà, merci.
la Normandie qui est la deuxième région la plus populaire au monde. Je ne sais pas si tout le monde savait cette information. La plus populaire au monde derrière la Californie. Et elle doit cette popularité naturellement à ces paysages magnifiques que vous connaissez tous, à ses peintres tels Raoul Dufy, à ses écrivains tels Guy de Maupassant, à son histoire et son patrimoine. Je citerai les Vikings, je citerai bien sûr les plages du débarquement, les falaises d'Étretat, le pont de Normandie, qui a la particularité de faire ce lien entre la rive droite et la rive gauche de la Seine, et à sa gastronomie. Ça a été évoqué par Édouard Philippe. Sa gastronomie qui fait que c'est un cocktail puissant pour en faire une région touristique majeure. Alors c'est aussi une région particulièrement ouverte à l'international. Nous avons la chance d'avoir plus de 640 km de côte. Et grâce à ce littoral, nous avons 8 ports importants en Normandie, et dont 2 principaux qui constituent notamment Aropa, à savoir évidemment le port du Havre et le port de Rouen. Nous avons des filières dynamiques. La filière équine a été évidemment citée. Thomas Pesquet a évoqué la filière aéronautique. Il y a aussi la filière agroalimentaire qui est très développée. Et puis enfin, la filière des énergies renouvelables, puisque d'ici quelques semaines, quelques années, nous aurons en Normandie 3 des principaux champs éoliens offshore. Enfin, c'est un territoire à taille humaine, puisque derrière les 3 grands pôles urbains que sont Caen, Le Havre et Rouen, je ne les classerai pas en termes de taille, mais derrière ces 3 grands pôles, il y a des villes dynamiques et tout à fait équilibrées, ce qui constitue un territoire homogène. Et sur ces territoires, derrière des universités et derrière des formations d'ingénieurs importantes, nous avons la chance d'avoir 2 des principales business schools françaises, que sont l'École de management de Normandie et Neoma. Alors la Normandie, en quelques chiffres, oui, merci, c'est 91 milliards de PIB, soit 4,4% du PIB français, à comparer avec un territoire de l'ordre de 5,4% de la superficie. C'est des dépenses de recherche et développement pour 1,2 milliard, sur ce qui fait à peu près 1,2% du PIB français, du PIB normand, pardon, alors que la moyenne est plutôt 2 fois plus élevée, autour de 2,4%. C'est aussi de l'exportation de façon très importante, c'est l'ouverture vers le monde. En effet, 35% du PIB normand est exporté. Ceci est en particulièrement vrai autour de toutes les industries pharmaceutiques, agricoles, chimiques et pétrochimiques. Nous avons en Normandie de très nombreux leaders le long de l'axe de la vallée de la Seine. Enfin, c'est 233 000 établissements, avec la particularité importante, c'est que près d'un salarié sur 2 travaille dans une entreprise dont le centre de décision, dont le siège social n'est pas en Normandie. À ce titre, l'ex-Haute-Normandie, si je puis dire, avait la particularité d'être la région française la plus dépendante du centre de décision francilien. Encore quelques chiffres sur la Normandie, 31 milliards d'euros de produits exportés, je l'ai évoqué. C'est 35% du PIB. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Et par contre, un déséquilibre important en matière d'exportation, puisque cette fois, 85% des exportations normandes proviennent de l'ex-Haute-Normandie. Alors, je l'ai dit, c'est étroitement lié à aux industries chimiques, de l'industrie des produits raffinés, pétroliers, de la pharmacie et de la cosmétique. Et la Seine-Maritime draine à elle seule 64% de ses exportations. Alors d'une manière générale, il faut quand même être clair, la performance du commerce extérieur de la Normandie est étroitement liée à la situation de la compétitivité de l'économie française dans son ensemble, mais aussi, il faut le souligner, aux facteurs structurels tels que la qualité et la fiabilité des infrastructures normandes. Le commerce extérieur, en termes de zone géographique, vous voyez que ce soit en import ou en export, une certaine homogénéité, puisque plus de 60% des flux concernent la zone euro. La Normandie est la 2e région française, partenaire commercial de l'Afrique, il faut le souligner, et la 4e
en matière de partenariat avec l'Amérique et l'Asie. L'innovation est un sujet essentiel pour l'avenir de la Normandie, donc c'est un enjeu de développement économique. Plus de 11 000 salariés travaillent dans des centres de recherche et développement, autour d'1,2 milliard de dépenses, je l'ai évoqué. Nous avons la chance en Normandie d'avoir 4 pôles de compétitivité majeurs, parmi les 70 qui avaient été labellisés en 2005. Ces 4 pôles, vous les connaissez tous, c'est évidemment Hippolia autour de la filière équine, c'est Moveo qui traite de l'automobile et de la mobilité, c'est Novalog autour de la supply chain et de la logistique, et enfin le TES qui concerne les transactions électroniques sécurisées. Nous avons recensé 61 sociétés qui bénéficient du statut particulier de jeunes entreprises innovantes. Je voudrais devant vous en citer quelques-unes. Wikix, qui est, il n'y a pas très longtemps, gagnant d'un Startup Weekend organisé à Rouen. Wikix commercialise en ligne des chaussures sneakers collector. Je vous invite, si vous êtes fan de ce sujet, à y faire un tour. La société CommunicoTool, qui est une entreprise qui développe des applications afin de redonner la parole aux personnes qui souffrent de déficience du langage. La société Malcrix, qui est une entreprise de développement de jeux de vidéo et qui a la particularité d'être hébergée, d'être incubée par Normandie Incubation. Et enfin, Budgetbox, qui accompagne les anciennes et les marques dans leur expérience d'achat omnicanal et digital. Alors, la carte d'identité des entreprises normandes pourrait être résumée comme suit. Slide suivante, s'il vous plaît. 62%. Et là, on est vraiment sur des caractéristiques relativement homogènes à ce qu'on trouve en France. 62% n'ont pas de salariés, mais en France, c'est 66%. Vous ne voyez pas de différence majeure. Les secteurs d'activité, près de 65% concernent le tertiaire et 6% l'industrie. Là aussi, les chiffres sont relativement homogènes à l'ensemble du territoire. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la place des femmes dirigeantes dans l'économie normande et dans l'économie française, puisque KPMG avait réalisé une étude importante l'année dernière. Sachez que le taux est, je trouve malheureusement, relativement modeste, entre 2,2 et 2,4% en fonction des rives de la Seine. Des femmes, de la population active concerne des femmes dirigeantes. Mesdames, si vous voulez avoir un booster supplémentaire, des régions comme l'Île-de-France, avec près de 24%, des régions comme Rhône-Alpes et PACA sont largement en avance par rapport à nous. Et enfin, mesdames, comment vous êtes-vous octroyé, si je puis dire, ce statut de rôle de femme dirigeante? Tout simplement, pour près de 50% d'entre vous, vous l'êtes créé à travers la dynamique de la création d'entreprise ou de la reprise. Pour 27%, vous avez bénéficié de promotion interne. Et pour 22%, à travers la transmission d'entreprises familiales. Mais sur ce sujet, soyez rassurés, il n'y a pas de divergence majeure entre les hommes et les femmes. Alors pour conclure mon propos, je voudrais faire un focus sur deux entreprises familiales, deux groupes familiaux leaders dans leur secteur et que nous avons la chance d'accompagner. Le premier, c'est le groupe Hamelin. Voilà, merci. Qui est un groupe qui a un peu plus de 150 ans, qui est basé à Caen et qui est spécialiste des fournitures de bureaux, spécialiste des cahiers et des blocs. Vous connaissez sûrement ces deux marques phares que sont Oxford et Elba. Je pense qu'on a tous écrit un jour ou l'autre sur des cahiers Oxford. Et c'est l'Oxford donc, qui est le leader européen de l'agenda et du cahier, alors qu'Elba est un des leaders européens du système de classement. Sur des marchés où la compétition prix fait rage, sur des marchés ultra matures, le groupe Hamelin a véritablement su se frayer les chemins de la croissance grâce à des innovations permanentes. Et si je puis dire, je vous invite à aller découvrir ces récents produits. Le groupe Olvea, qui est basé cette fois du côté de Fécamp, c'est aussi un groupe familial qui a près de 90 ans d'existence. C'est un groupe qui fabrique, qui produit, donc qui raffine et qui commercialise des huiles pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique et l'industrie agroalimentaire. Et ce sont des huiles végétales et des huiles à base de poissons qui sont particulièrement riches en oméga 3
Comme vous pouvez le voir sur la slide, c'est un groupe extrêmement présent à l'international puisque 2/3 de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export dans 91 pays. Un des leaders mondiaux de l'huile d'argan. Et c'est un groupe qui, depuis très longtemps, a su, grâce également à un dynamisme à l'international et à des efforts particuliers en matière d'innovation, se créer les conditions du succès et de la croissance, puisque, comme vous pouvez le voir, depuis plus de 10 ans, le groupe croît de plus de 15% par an, ce qui est tout à fait remarquable. Voilà pour conclure ce que je voulais vous présenter. C'est notre vision, notre prisme qui est issu des 7400 clients que nous avons la chance d'accompagner sur le territoire normand et qui sont accompagnés par nos 500 collaborateurs sur toute la Normandie. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Thomas Fécamp, responsable KPMG au Havre. Merci pour cette présentation. La Normandie et le monde, c'est donc le thème de cette première table ronde des Assises. Normandie, probablement, Thomas le disait, un des noms français les plus connus dans le monde, qui rivalise avec, avec la Riviera, avec les châteaux de la Loire. Une notoriété internationale due à son histoire, à son patrimoine et à ses héros. Normandie, c'est un nom, c'est une marque connue aux États-Unis, à l'étranger, notamment également grâce à ces expatriés qui vendent la région et qui doivent désormais travailler leur réseau pour que puisse s'affirmer une Normandie Connection, à la star de la fameuse Brest Connection. La Normandie et le monde, état des lieux et perspectives, avec Jérôme Dupont, directeur de la société Calvados Dupont, que j'invite à nous rejoindre, Monsieur Dupont, allez-y. Luc Le Sénécal, président des Tricots Saint-James. Il est également le président du comité des conseillers du commerce extérieur de la France en Normandie. Xavier Sartoris, PDG d'Abyss Corp. Édouard Philippe, qui va nous rejoindre également. Philippe Augier, maire de Deauville, en charge de la mission attractivité pour le Conseil régional de Normandie. Et pour animer ce débat, à majorité masculine, Alain Pedonnier, journaliste de la rédaction, chef de Ouest France. Alain, je te laisse le micro. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour messieurs. À l'instant, Gaël vient de parler d'une Normandie Connection. Vous en êtes des acteurs, des Normands conquérants, comme a dit monsieur Philippe à l'instant. 5 personnes, 3 chefs d'entreprise, 2 personnalités politiques. Et si elles sont sur cette scène aujourd'hui, c'est qu'elles ont une expérience qui va nous permettre de comprendre ce qui fait la réussite de la Normandie à l'étranger, parce qu'il y a déjà de très belles réussites du Made in Normandie. Ils vont nous les présenter dans un instant. Mais il y a aussi des choses qui pourraient marcher mieux, des blocages à lever, des recettes à mieux partager. Et c'est ce qu'on va voir maintenant pendant cette table ronde, qui sera suivie d'un échange avec vous dans la salle, et vous pourrez bien sûr poser vos questions aux différents intervenants. Monsieur Le Sénécal, on va commencer par vous. Vous présidez les Tricots Saint-James, à Saint-James, donc dans le Sud-Manche. Que celui qui n'a jamais porté un pull-over Saint-James dans cette salle lève la manche. J'ai pas de stock. Racontez-nous, mais alors très brièvement, l'histoire des Tricots Saint-James. Oui, effectivement, les Tricots Saint-James, nous sommes nés en 1889. Nous sommes situés dans la Manche, à quelques encablures du Mont-Saint-Michel. Et si je précise le Mont-Saint-Michel, tout à l'heure, on parlait des emblèmes de Normandie. Et je pense que si on situe bien la Normandie dans le monde, on situe également très bien le Mont-Saint-Michel, qui est un repère pour l'ensemble du monde. Donc Saint-James, c'est 300 emplois. Nous sommes 300, c'est un village dont on porte le nom. Nous réalisons 53 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous exportons 40% de ce chiffre d'affaires, un tiers Amérique, Nord-Amérique, Canada, un tiers en Europe et un tiers en Asie. Voilà. On a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui parce que ce soir, vous serez dans l'avion pour Séoul. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle ouverture de boutique en vue après New York, l'Asie? Oui, absolument. Bon, déjà, c'est l'anniversaire de France-Corée et nous partons avec Philippe Augier ce soir même pour Corée. Et effectivement, Saint-James ouvre sa 6e boutique en Corée
et sa deuxième boutique à Séoul. Et nous allons inaugurer cette boutique samedi matin. Alors, qu'est-ce qui attire des étrangers, des gens très loin de chez nous, dans une boutique Saint-James? Si vous voulez, je pense d'une façon plus générale, l'export, c'est vendre une différence. Donc il y a différentes manières de se différencier. En ce qui concerne les tricots Saint-James, nous sommes entreprise du patrimoine vivant pour la reconnaissance d'un savoir-faire. Donc c'est un triptyque. La réussite de Saint-James, c'est le savoir-faire qui se traduit par la qualité des produits, avant tout. C'est ensuite la marque. Tout le monde dans la salle, et vous le signalez, a au moins une petite histoire avec Saint-James, hein, le pull qui grattait quand on était gamin, qui gratte toujours, je vous rassure. Et après, donc, vous avez la qualité, la marque et le Made in France, et le Made in Normandie. Mais c'est un triptyque. Si vous faites un produit qui n'est pas de qualité, vous auriez beau mettre le label Made in France, Made in Normandie, Made où ce que vous voulez, ça réussira pas. Ça ne pourra réussir. Donc c'est un ensemble de 3 facteurs. Voilà. Que représente l'export dans votre activité à Saint-James? Donc 40% de l'activité, avec une croissance à 2 chiffres d'année en année. Voilà. À New York, vous avez 2 boutiques, c'est ça? Oui, nous avons 2 boutiques à New York, 250 points de vente aux États-Unis, 500 points de vente en France. On a en tout 2500 lieux dans le monde entier. Et alors les gens qui viennent vous voir, vous avez fait des études sur la clientèle de Saint-James? Ce sont on va dire des bobos new-yorkais ou des gens qui ont un lien particulier avec la France? Non, je pense que dans une économie un petit peu difficile, le consommateur a besoin de 2 choses. Un, il a besoin de se rassurer. Donc quand on rentre dans une boutique Saint-James, on fait un acte d'achat rassurant, utile. C'est le confort d'acheter un pull. Et surtout, le consommateur a besoin de traçabilité. Un New-Yorkais célèbre, là. Ouais. Il est redoutable, Emmanuel. Mais oui, nous je sommes disais 2 que frères avec Emmanuel. Le consommateur a changé. On est tous là, les chefs d'entreprise ou les entreprises, à raconter une belle histoire. Et ce qui a véritablement changé depuis une dizaine d'années, c'est que la belle histoire qu'on raconte, elle doit être vraie. Le consommateur veut une vraie histoire. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a ouvert l'entreprise Saint-James au public. Ça fait partie aussi de l'attractivité du territoire. Pour moi, pour les entreprises normandes, je parle des PMI, PME, TPE, il y a 2 axes de développement. Il y a l'export, et il y a l'attractivité du territoire par le tourisme du savoir-faire. En Normandie, on parlait de très belles entreprises précédemment, vous avez quand même 50 entreprises du patrimoine vivant. Et dans patrimoine vivant, c'est une expression que j'adore, parce que vous avez le patrimoine, c'est un patrimoine de savoir-faire, un patrimoine géographique aussi, normand, et vivant, parce qu'on est tourné vers l'avenir. On n'est pas une relique qu'on met sur la cheminée, on a une vision d'avenir. Et avec le tourisme du savoir-faire, l'export commence dans le territoire. Exactement. On a la chance d'être très connu en Normandie, d'avoir des accès touristiques avec un certain nombre de monuments à visiter, mais je pense que le tourisme veut aussi maintenant vérifier, voir du savoir-faire. On a ouvert il y a 18 mois, nous avons 10 000 visiteurs, et ma boutique qui fait le plus d'export dans le monde entier, c'est ma boutique de Saint-James. Ah oui. On fait, ça rejoint complètement. L'entreprise fait 40% de son chiffre d'affaires à l'export. À Saint-James, on en fait 45%. Monsieur le Sénécal, j'ai lu une interview de votre directeur aux États-Unis, Benjamin Ozimour, c'est bien ça, dans un hors-série qui s'appelle Envie de Normandie, qui a été édité par notre journal, là. Et il disait justement que l'export ne se développera, dans cette interview, il disait que l'export ne se développera que si nous restons forts sur le marché d'origine. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'ambition de faire que de l'export. Non, parce que l'export, moi j'ai 25 ans d'expérience dans l'export, qu'on soit dans les produits agroalimentaires ou dans n'importe quelle entreprise, l'export, ça prend, quand on a de la chance et quand on est expérimenté, par expérience, le jour où on arrive sur un nouveau marché et le jour où on arrive à livrer ce nouveau marché, il faut 3 ans. Ça veut dire pendant 3 ans, il faut faire des allers-retours, aller sur le pays. L'export, c'est pas une chasse, c'est pas une fuite en avant. L'export, ça s'organise, ça se structure, et il faut en général 3 ans. Donc, et l'export peut se nourrir grâce au développement France. On passe autant d'énergie en France qu'à l'export. Parce que l'export se nourrit de la France, hein,
on vient d'ouvrir en Chine, on va bientôt ouvrir en Chine là, depuis quelques années. Les Chinois viennent voir ils viennent d'abord voir l'entreprise, mais ils viennent voir nos points de vente, ils viennent voir si on est une marque qui progresse en France. Donc les deux sont interdépendants. Voilà. Tout à fait, Monsieur Le Sénécal, je reviendrai vers vous dans quelques minutes, mais on va passer à d'autres produits célèbres de la Normandie avec votre voisin. C'est évidemment le cidre et le calvados. Difficile de ne pas en parler dans des assises comme aujourd'hui. Jérôme Dupont, vous dirigez les domaines Louis Dupont à Victo-Ponfol, dans le pays d'Auge, toute petite commune, mais dont le calvas s'exporte dans le monde entier. Et puis ça ne date pas d'hier. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Donc le domaine familial Louis Dupont est une structure beaucoup plus modeste que celle de Monsieur Le Sénécal. On est une dizaine de personnes et on réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 70% effectivement à l'export. L'export ne date pas effectivement d'hier. L'aventure à l'export a commencé dès 1980, à l'époque où mon père est revenu prendre la suite de l'entreprise familiale. Et je dirais qu'on s'inscrit pour exporter dans la filière spiritueux et vins française qui a une forte réputation à l'export. Ça nous permet d'ouvrir nos marchés et ensuite, dans un deuxième temps, on capitalise sur la différence que représente la Normandie, ses atouts. Alors, pour nous, avant tout, évidemment, la pomme, quand on compare à l'ensemble de la filière viticole, la pomme fait la différence, mais il y a aussi tout le patrimoine et toute la culture normande qui est aussi un atout pour nous à l'export. D'ailleurs, question candide, c'est plus facile d'exporter du cidre ou du calvados ? Alors, c'est deux choses complètement différentes. Le calvados s'inscrit vraiment dans toute la gamme des spiritueux français, le cognac, l'armagnac. Le cidre, de façon peut-être surprenante, a connu un vrai essor récemment grâce à la mode des bières artisanales. Il y a depuis une trentaine d'années, ça a commencé avec les États-Unis, un grand engouement pour les bières artisanales. Les gens ont redécouvert des saveurs totalement différentes de ce qu'ils pouvaient boire avec les bières industrielles. Et le cidre a trouvé sa voie dans cet élan. Et aujourd'hui, donc, le cidre est souvent vendu chez nos importateurs dans un portefeuille de bières artisanales. Donc ça veut dire qu'il y a deux filières en fait. Il y a une filière pour le cidre, une filière pour le calvados. Ça vous pose des problèmes en exportation ? Concrètement, on est très souvent obligé d'avoir deux importateurs. Un importateur plutôt profil spiritueux et puis un importateur profil bière, vin. Et alors, quels sont les principaux pays importateurs et de cidre et de calva ? Alors, l'Amérique du Nord est assez friande de calvados. Alors, pour le calvados, plus généralement, on peut lier ça de façon assez forte à l'histoire de la Normandie. Tous les pays qui ont eu affaire à la Normandie, je pense évidemment au débarquement, à l'époque du débarquement, sont consommateurs de calvados, donc les États-Unis, l'Allemagne, les pays scandinaves. Il y a une vraie connaissance et une vraie connaissance du calvados qui n'est pas le cas dans tous les autres pays du monde. Donc oui, pour revenir à votre question, donc Amérique, Europe et puis un peu aussi en Asie, même si l'Asie reste un marché encore un peu jeune pour le calvados. Les Asiatiques consomment déjà beaucoup de vin de Bordeaux, de cognac, mais pour accéder ou pour avoir de l'intérêt pour le calvados, il faut qu'ils mûrissent leur connaissance des spécificités des AOC cidricoles et viticoles. Et dans un second temps, ils s'intéresseront, je pense, au calvados et au cidre. Parce que là, on est entre nous. Le calvados n'a pas encore la notoriété sur ces marchés-là de l'armagnac ou du whisky. Tout à fait, oui, tout à fait, ouais. C'est exactement ça. On arrive en général dans un second temps, une fois que les grandes appellations telles que le cognac, le champagne, les vins de Bordeaux, les vins de Bourgogne se sont installés. On arrive dans un second temps sur les marchés parce que les amateurs des produits que j'ai cités auparavant deviennent de plus en plus pointus sur la connaissance des vins spiritueux français, qui est aussi un signe de statut pour les étrangers. Être compétent dans le monde des vins spiritueux français, c'est un signe
de statut, de vraies connaissances. Et donc, dans un second temps, il s'intéresse aux Armagnacs, au Calvados, aux appellations un peu plus confidentielles. Et alors, la marque Normandy, ça parle encore en 2016 à des Américains? Les Américains, c'est certain. Oui, je pense que la Normandie a un vrai potentiel et la marque Normandie est connue. En ce qui concerne donc notre activité de vin, enfin de cidre et de Calvados, je dirais que c'est avant tout sous la bannière France qu'on arrive à ouvrir des portes, parce que c'est grâce à ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, c'est grâce à la notoriété du cognac, du champagne et des vins et des grandes appellations françaises que l'on arrive à susciter l'intérêt chez les importateurs. Et c'est dans un second temps, une fois que le marché commence un peu à vivre et à s'animer, et qu'on arrive à faire venir des journalistes, qu'on arrive à faire venir les importateurs en Normandie, qu'ils découvrent, je dirais, l'unicité et la vraie signature de la Normandie. Je ne vais pas revenir sur les éléments que M. Philippe et M. Le Sénécal ont cités tout à l'heure, mais il y a tout un patrimoine gastronomique, culturel, traditionnel, qui font qu'en général, les gens qui viennent en Normandie pour découvrir le Calvados et le cidre repartent conquis par la Normandie. Merci Monsieur Dupont, je reviendrai vers vous également tout à l'heure. Alors le cidre, le Calvados, ce sont évidemment des incontournables dans ces assises, mais cet événement a aussi pour but de gommer un certain nombre de clichés, et la Normandie ne se résume pas à ses produits historiques. Et on va parler avec Monsieur Sartoris sûrement d'un domaine qui est moins connu. Vous êtes, Monsieur Sartoris, PDG d'Abiscorp. Xavier Sartoris, j'ai quand même donné votre prénom. Abiscorp, ce nom ne dit peut-être rien à certains des spectateurs qui sont dans cette salle, et pourtant, il est probable qu'ils aient eu entre les mains des produits que vous distribuez. C'est ce qu'on appelle les produits dérivés du cinéma ou de la vidéo ou des jeux. Alors, racontez-nous cette belle aventure normande des temps modernes. Bonjour. Abiscorp, on est beaucoup plus jeune que mes deux voisins, puisque nous, on a été créé, j'ai créé l'entreprise en 2003 seulement. Au départ, on était des marchands, on était des importateurs. On était effectivement, on faisait l'inverse un peu de ce qu'on fait aujourd'hui. On importait beaucoup de produits dérivés des univers geeks, un peu du Japon, des États-Unis, etc. Et on les distribuait. Des mangas, quoi. Du manga, des Star Wars, etc. Et on les redistribuait dans les boutiques de geeks à l'époque, les boutiques hyper spécialisées en France et à l'étranger. Et puis de fil en aiguille, à partir de 2007, on a lancé notre propre marque de produits. Et donc on a commencé à développer les produits nous-mêmes, donc plus seulement à les importer. Et puis là, depuis 1 an et demi, on les fabrique même nous-mêmes. Voilà. Et l'entreprise se transforme vraiment d'une entreprise de négoce en une entreprise de production, c'est encore un grand mot, mais vraiment on devient fabricant de produits dérivés. Et on est un des premiers en Europe. Ouais. Alors vous pouvez nous décrire quelques-uns de ces produits dérivés pour qu'on voit ce que c'est exactement? C'est souvent des choses assez simples. Hein. L'idée, c'est de transformer un produit de la vie courante en lui apportant un petit, plus qu'un petit d'ailleurs souvent, l'image d'une licence forte dans l'univers comics ou geek. C'est-à-dire on va faire des mugs à l'effigie Star Wars, on va faire des posters, on va faire des t-shirts, on va faire des porte-clés, on va faire des produits plus élaborés en injection plastique comme des figurines ou des... Et donc des produits plus élaborés. Aujourd'hui, on regarde beaucoup l'électronique, on fait des jeux de société aussi. Enfin voilà, on essaie de travailler au niveau de tout cet univers qui est un trend de consommation aujourd'hui dans l'univers geek. Enfin, et ça représente un chiffre d'affaires conséquent? L'entreprise aujourd'hui, alors Global cette année, on devrait faire 26 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. On est presque une centaine de salariés maintenant, avec si je cumule les différentes implantations en Europe. Il faut continuer, non, ne vous laissez pas distraire. Faites comme s'il n'était pas là.
Oui, donc à peu près une centaine de salariés, donc on fait 26 millions d'euros. Cette année, notre marque propre devrait faire presque 10 millions d'euros. On espère passer à 12-15 l'année prochaine. Quand vous dites que vous fabriquez les produits, parce qu'on imagine mal une entreprise capable de produire des écharpes, des mugs, tous ces produits différents. En fait, on a, dans la plupart de nos catégories produits, on essaie d'avoir les deux filières. C'est-à-dire une filière Asie, qu'on trouve dans tous les biens de consommation aujourd'hui. Donc on a des partenaires en Chine qui vont fabriquer pour nous des produits qu'on aura designés chez nous à Rouen. Mais en parallèle de ça, donc on fait 60% à peu près de notre activité, la marque propre, en parallèle de ça, on va faire fabriquer en France, en général, quasiment tout le temps en France, 40% de nos produits. Et on va même en fabriquer nous-mêmes à Grand Couronne, dans notre atelier. On a aujourd'hui une dizaine d'ouvriers. L'intérêt pour nous, c'est pas le prix bien sûr, c'est des produits qui seront souvent moins élaborés que ce qu'on va importer de Chine. Mais par contre, on est beaucoup plus réactif et on est dans un marché aujourd'hui où la réactivité, soit des demandes consommateurs, soit des demandes d'enseignes. Je ne l'ai pas dit, nous on travaille vraiment avec toutes les grandes enseignes françaises et européennes. Ça peut être Micromania, Carrefour, la Fnac, Cultura, Auchan, on a plusieurs au Havre, etc. Et donc, c'est un métier où il faut être extrêmement réactif. Alors c'est bien plus modeste que le textile, mais c'est un peu l'idée du fast retail dans un marché de biens de consommation courant. Ce qu'il faut, c'est que le consommateur, il n'a pas besoin de nos produits réellement. Enfin, faut être honnête. S'il veut un mug, il va plutôt aller acheter chez Ikea. Voilà. Donc on est vraiment dans de l'achat d'impulsion. Il faut que le produit parle au consommateur au moment où le consommateur va rencontrer le produit. Alors, vous pouvez nous donner deux exemples d'un produit tranquille qui peut être fabriqué en Chine, parce que même s'il fait 3 mois, il met 3 mois ou 6 mois à arriver, c'est pas grave, il fonctionnera toujours. Et à l'inverse, un produit sur lequel il faut être très réactif parce que c'est une mode passagère. C'est pas seulement une question de mode passagère. Si on prend le cas du mug, par exemple, alors, le mug cette année, on met sur le marché environ 500 000 pièces, 500 000 mugs. Sur ces 500 000 mugs, on a 300 000 qui sont fabriqués en Chine et 200 000 qui vont être, alors non pas fabriqués, mais qui vont être marqués en France, chez nous. Dans l'univers de la licence, déjà dans l'univers de la grande distribution, surtout dans notre métier à nous, les donneurs d'ordre prennent des décisions très tard. On n'a sûrement pas les meilleurs acheteurs du marché, mais ils se réveillent souvent très tard et tout d'un coup ils disent oh là il me faut absolument une tête de gondole Star Wars, ou il me faut une tête de gondole je sais pas quoi, Harry Potter à 15 jours de la sortie du film. Voilà. Donc le seul moyen de pouvoir répondre à leur attente, soit c'était de stocker énormément avant, soit effectivement c'est de fabriquer presque à la demande. Et puis souvent aussi, on travaille à partir de chartes graphiques. Les ayants droit vont nous apporter une charte graphique. Et souvent, ces chartes graphiques arrivent extrêmement tard, en particulier dans le jeu vidéo, par exemple. En particulier dans le jeu vidéo. Il faut dessiner plein de mugs, Emmanuel. Oui, effectivement, on va avoir les éléments graphiques d'un jeu comme Assassin's Creed, par exemple, parfois quelques semaines seulement avant la sortie du jeu. Donc si on ne veut pas louper le coche... Et ça veut dire que vous avez négocié en amont des tas de licences pour pouvoir dessiner sur tous ces personnages. Aujourd'hui, on a le plus gros catalogue de licences en Europe. On exploite quasiment un peu plus de 50 licences maintenant. Voilà, et ça c'est Made in Normandie, c'est peu connu, on peut l'applaudir. Merci. Philippe Augier, vous n'êtes pas venu avec votre écharpe de maire de Deauville. Vous auriez pu, tant les planches jouent un rôle important dans la renommée de la Normandie à l'international. Mais aujourd'hui, vous êtes venu pour nous parler de la future agence d'attractivité normande, projet que vous pilotez. Alors avant ça, je voudrais m'adresser à Chonu à propos de 2 de ses dessins qui concernaient Luc Le Sénécal. C'est qu'il n'était pas du tout en train de prier pour que son chiffre d'affaires se développe. C'était par rapport au premier dessin, il s'est dit, si jamais j'arrive en Corée du Nord, qu'est-ce que je vais pouvoir leur vendre ? Et peut-être que tu pourrais leur vendre quelques pulls à l'armée de la Corée du Nord. À mon avis, c'est un bon marché. Bon. Oui, l'agence d'attractivité. Édouard l'a dit dans son discours d'accueil, la Normandie a des atouts absolument considérables. KPMG a dit qu'elle avait la 2e notoriété dans le monde pour ce qui concerne les régions, sauf que sa notoriété dans le monde, elle existe par rapport au passé. C'est-à-dire que la Normandie, elle est connue dans le monde pour les plages du débarquement,
Elle est connue pour le Mont-Saint-Michel, elle est connue pour l'impressionnisme, elle est connue encore un peu. beaucoup pour l'histoire, pour le patrimoine, pour la culture, mais pas pour sa réalité d'aujourd'hui. Et toute l'idée, c'est d'aller à la conquête du monde, pour reprendre la voie qu'a rappelé Édouard tout à l'heure, en valorisant tous ces atouts que nous avons. Là, on vient d'en entendre quelques-uns, mais KPMG tout à l'heure a fait toute la... Attendez, je regarde parce que je veux me régaler aussi. Hein. Bon, voilà. C'est extraordinaire la rapidité avec laquelle il trouve des références. Il est insolent. C'est un talent insolent. Assez spectaculaire. Donc, toute l'idée, c'est de mettre en visibilité l'ensemble de nos atouts. Alors, tout à l'heure, Luc Le Sénécal parlait des EPV, par exemple. Eh bien, ces EPV, ce sont je ne sais pas si vous avez rappelé tout à l'heure que Luc, il est un des conseillers du commerce extérieur. On va y venir. Qui représente la Normandie. Eh bien, les EPV, ce sont des entreprises qu'il faut que nous mettions en visibilité. Donc, l'agence, elle a pour objet de valoriser tous nos atouts. Donc, là, on est en train de développer une démarche en 3 temps. Premier temps, faire un diagnostic, c'est-à-dire de regarder, d'identifier l'ensemble de ces atouts, l'ensemble des valeurs que porte la Normandie et son nom et son identité. Et puis, ensuite, on va construire une véritable stratégie de marketing territorial, pas seulement à l'égard des touristes, pas seulement à l'égard des entreprises, mais c'est l'ensemble des activités qui sont intéressantes. Et ensuite, définir une marque assise sur des valeurs, et cette marque, elle doit être partagée. Alors, la Normandie, elle a été très longtemps très riche. Et comme elle était très riche, chacun travaillait dans son coin. Et je dis seul et en silo. Ça, en silo et en silence, et je dis toujours. Voilà. Alors on dit c'est des taiseux. Ben oui, parce qu'ils n'avaient pas besoin de discuter avec le voisin. Tout allait bien. Aujourd'hui, l'affaire est un peu plus compliquée et on se rend compte qu'il y a une attente de découvrir l'ensemble des écosystèmes et de travailler tous ensemble. Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer d'organiser. Alors cette phase de diagnostic, elle passe par un site internet où vous consultez les gens, un site qui est ouvert depuis quelques semaines, un questionnaire. Ça marche fort. Alors, tout à fait. On a plusieurs outils. On a d'abord une plateforme Internet, effectivement, sur laquelle il y a un questionnaire. Et ceux qui n'y auraient pas encore répondu, je vous invite à y répondre. C'est attractivité-normandie.fr. 4500 réponses déjà. Et c'est un questionnaire à questions ouvertes. C'est-à-dire que chacun peut apporter sa vision des choses sur ces sujets-là. On a organisé également un certain nombre de groupes de travail sur plusieurs territoires, toujours de façon transversale. On ne s'enferme pas dans des filières, on essaie de faire se rencontrer les filières d'excellence. Et ça, c'est très important, de pouvoir à la fois vendre son business et le business des autres, parce que dans ces cas-là, on vend l'entièreté de la Normandie. Et donc, on crée de l'attractivité. Donc, on appelle ça les Normandie Labs, et puis des forums grand public où vient qui veut. Et c'est très intéressant de voir la diversité des gens qui viennent. Il y a des entreprises, il y a des associations culturelles, sportives, il y a des universitaires, il y a des chercheurs. Tout le monde vient et de façon très positive, adhérant à cette démarche qui doit être une démarche collective. C'est très important. Et la construction de ce marketing territorial va ensuite déboucher. On a créé un corps d'ambassadeurs. Alors, il y a des ambassadeurs qui vivent sur le territoire normand, et qui sont des chefs d'entreprise, des présidents d'assos, enfin des gens qui bougent sur leur territoire et qui ont envie de valoriser leur territoire et de le faire mieux connaître. Et puis il y a une deuxième catégorie d'ambassadeurs sur laquelle on va commencer à travailler, c'est les diasporas normandes à travers le monde. Édouard faisait référence à tous ces conquérants, mais ces conquérants, ils ont fait des petits depuis et ils sont installés partout dans le monde. En 2011, j'avais organisé un concours pour choisir un jeune qui ferait le tour du monde en 80 jours en ne rencontrant pendant ces 80 jours que des Normands installés sur les 5 continents. C'était ça le cahier des charges du concours. Et on a un jeune type, Jérémy Bonnet, de 25 ans, qui est parti avec son sac à dos et son skateboard, c'était assez marrant. Il avait une tête de viking d'ailleurs. Et il a fait 20 rendez-vous en 80 jours. Un boulanger à Tokyo, un galeriste à New York, un éleveur de chevaux en Australie. Enfin, voilà. Et là, on va faire une identification systématique.
Et il vient d'être nommé dans la région un conseiller diplomatique de la préfète de région. Ça fait partie des suppressions de postes de fonctionnaires, vous savez, les nouveaux métiers. Et donc, le conseiller diplomatique, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ben, j'ai dit, inventez-moi une méthode pour identifier les Normands installés dans le monde. Et tous ces gens, on va les nourrir d'informations. Parce que pour qu'un ambassadeur fasse bien son boulot, il faut savoir il faut qu'il sache ce qu'il a à vendre. On ne peut plus l'arrêter là. C'est normal, c'est la passion. Bon, ouais, bah oui, on est parti. Je suis obligé de passer la parole à votre voisin, mais j'imagine que vous adhérez, vous soutenez la démarche, Édouard Philippe. Il me coupe tout le temps. Pardon. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez voté pour la réforme territoriale qui aboutit à la réunification de la Normandie. L'unification de la Normandie peut contribuer, peut soutenir une action comme celle que présentait votre voisin? Non seulement elle peut le soutenir, mais elle la permet d'une certaine façon, parce que c'est assez compliqué d'expliquer qu'on milite dans le monde entier pour l'avènement de la haute Normandie ou de la basse Normandie. Donc tout ça n'avait aucun sens. On a maintenant quelque chose de beaucoup plus homogène et de beaucoup plus vendable, pardon pour ce terme qui est probablement pas le mieux choisi, mais qui dit bien ce qu'on veut dire. Et non, c'était évidemment ce qui était nécessaire, et je me réjouis que ça a été fait. Je voudrais aussi dire qu'en Normandie, il y a des femmes. Hein. On n'est pas super ils sont pas très représentatifs de la richesse féminine de la Normandie. Peut mieux faire. Ouais. Peut mieux faire. Ouais. Je vais revenir vers Luc Sénécal. Je vous redonnerai la parole bien sûr tout à l'heure, Monsieur Philippe. Luc Sénécal, vous nous avez tout à l'heure nous donné les 3 recettes. Hein. J'avais noté savoir-faire, marque, force du Made in France. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et expliquer qu'on ne travaille pas tout seul? Et justement, nous allons parler de ces ambassadeurs, de ces conseillers extérieurs de Normandie. Expliquez-nous tout ça. Oui, alors, la Normandie à l'export, c'est avant tout un réseau. Ce que j'aimerais dire, c'est pour les TPE, les PMI, l'export en Normandie, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'avant tout, il y a une volonté très marquée de la région d'emmener les entreprises à l'export. Et comment ça marche concrètement? Vous avez parlé de la création de l'Agence de l'attractivité du territoire, et vous avez aussi l'ADN, qui est un petit peu le bras armé de la région, en ce qui concerne notamment l'export. Et il y a des aides qui sont significatives, qui sont importantes, qui sont motivées. On est donc, pourquoi ça marche? Parce qu'il y a une équipe de France régionale qui fonctionne. C'est qui cette équipe? C'est bien sûr la Directe, la région, vous avez BPI, vous avez la Chambre de commerce internationale, vous avez la COFAS, vous avez tout un nombre d'intervenants, et on se voit, on travaille ensemble. Et dans le cadre de l'ADN, il y a des aides si une entreprise veut partir à l'export pour faire un salon, pour faire une étude de marché. Elle construit un dossier et on est tous là autour de la table pour l'aider. Ce qui a beaucoup également changé, c'est ce qui m'intéresse particulièrement en tant que chef d'entreprise, c'est le délai de réaction. C'est-à-dire on n'attend pas 6 mois que le marché nous passe devant pour avoir une réponse positive ou pas de ces différentes structures. Ensuite, je pense que j'aime bien l'expression qui a été parfois un peu galvaudée, mais il faut chasser en mode. Mais l'export, ça commence dans la région. Il y a un lien tout à fait évident entre mon voisin qui est dans le Calvados et puis les Tricots Saint-James, qui, par exemple, à Granville, il va y avoir un concours des meilleurs cocktails avec les plus grands barman du monde. Cette année, l'année prochaine, Saint-James s'est associé, alors que ce sera un cocktail oreiller, j'espère. Mais si vous voulez, nous, on l'utilise après. On l'utilise sur les réseaux sociaux. On fera certainement une autre inauguration de boutique, j'espère, aux États-Unis l'année prochaine. Mais on fera une soirée normande avec le cocktail. C'est l'alliance d'un certain nombre d'acteurs. Je prendrai un autre exemple. Je partage, et c'est vrai qu'on a un petit peu de retard par rapport à d'autres régions comme les Bretons, mais comme disait Philippe Pauget, les Bretons étaient pauvres, donc ils se sont unis pour tirer la Bretagne vers le haut. Bon, les Normands, on ne se parlait pas, on était riches, hein, voilà, planqués dans nos terres. Et maintenant, il faut que ça change, parce que la Normandie a une marque à l'international à jouer, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer cette synthèse qu'on peut faire. Et l'autre jour, je parle sous le couvert du président de région, j'ai participé il y a 3 semaines au salon Made in France à Paris, qui était extraordinaire, parce qu'il y a un retour au territoire. Donc le
le président a lancé un défi et que je suis prêt à relever, c'est d'emmener un maximum d'entreprises l'année prochaine. Ce sera pas le salon Made in France à Paris, mais ce sera le salon Made in Normandie avec un super pavillon de tous les savoir-faire normands, que ce soit tous les métiers concernés, et on sera présent. Et c'est ça, pendant ces salons, on échange. Il y a aussi des dispositifs qui existent, les VIE, Philippe Augier parlait de jeunes qu'il a envoyés répertorier un peu l'ensemble des Normands à l'export. Vous avez des dispositifs, les jeunes, ce sont les VIE, ce sont des jeunes qui ont terminé leurs études, qui partent pour les entreprises à l'export. La région les finance à 50%, mais c'est extraordinaire. Voilà. Et par exemple, un exemple concret qui rejoint mon voisin, on a mis un jeune, quand j'étais dans l'agroalimentaire, sur un marché qui était important pour Isigny à l'époque, qui est toujours important, c'est la Chine. Et on a mis sur place un VIE qui travaillait à la fois pour Isigny et qui travaillait pour les Calvados, Dupont en l'occurrence. C'est ça. Et quel rapport? La Normandie. Voilà, les mêmes valeurs. Alors c'est bien parce que votre voisin m'a coincé juste avant le début de cette table ronde en disant vous n'oubliez pas de parler de cette histoire de cocktail avec les tricots. C'est fait. Je vous remercie. Mais oui, mais il y a plein d'initiatives. On n'en parle pas. Ouais. On n'en parle pas. Alors en même temps, vous dire qu'on va faire du buzz autour du cocktail. Hein. Monsieur Dupont, le réseau, ça peut marcher entre entreprises normandes. Ça peut aussi quand même être élargi. On peut même faire du réseau avec des entreprises bretonnes, mon cher Emmanuel. Oui, alors effectivement, il y a les exemples que M. Le Sénécal a cités sur les initiatives entre sociétés normandes. Mais notre expérience à nous, en l'état actuel des choses, c'est que et ça peut donner des idées à d'autres filières de la Normandie, on s'est associé concrètement à des producteurs de spiritueux d'autres régions, donc Armagnac, Bourgogne, et on fait maintenant des salons ensemble. Et on offre en fait aux gens qui viennent sur notre stand la possibilité d'avoir accès à des produits avec le même profil, je dirais les mêmes origines, entreprise familiale, production de qualité. Et ça marche parce qu'effectivement les sociétés qui travaillent avec l'une ou l'autre des sociétés en question sont souvent intéressées par l'offre que proposent les autres associés du stand. Et alors c'est pas la Normandie, mais c'est la France. Et je pense que c'est peut-être dans l'agroalimentaire quelque chose de peut-être un peu plus simple à mettre en place parce que l'offre agroalimentaire en Normandie est plus variée que l'offre d'alcool en Normandie. Mais voilà un exemple en tout cas de chasse en meute qui fonctionne. Alors, Monsieur le Sénécal, à Saint-James, vous êtes tout près de la Bretagne. Tout le monde a fait allusion à la Bretagne. Vous avez le sentiment encore aujourd'hui que les Bretons sont plus forts pour réseauter, entre guillemets, que les Normands? Oui, ils ont un temps d'avance, c'est clair. Ils ont une marque qui est presque maintenant un label. Voilà. Produit en Bretagne. Et puis, j'aime beaucoup l'initiative de repérer où sont nos Normands dans le monde entier, parce que ça a été fait par les Bretons. Et il y a beaucoup de Normands aussi qui sont expatriés. Je prendrai un exemple concret. L'année dernière, on a exposé à New York le plus grand pull du monde fabriqué à Saint-James. Bon, il a fallu le hisser. J'ai fait appel. On a une structure aux États-Unis, mais ils sont peu nombreux. On a fait appel au réseau normand. Ils sont tous venus. Et ça fonctionnait. Il y a une espèce de fierté. Parce que maintenant, il y a une association des Normands de New York. Hein. Pardon ? Il y a une association des Normands de New York. Oui, il y a une association. Oui, il y a beaucoup de choses. Il faut les faire vivre tous ensemble. Et puisque vous me redonnez la parole, il y a aussi les conseillers du commerce extérieur. C'est 2000 personnes, 2000 Français, chefs d'entreprise, qui ont été nommés conseillers du commerce extérieur. C'est une fonction... nous sommes indépendants. J'ai l'honneur de présider le comité normand. Nous sommes bénévoles, mais nous sommes un réseau fantastique. Et nous sommes réunis récemment à Deauville. Nous étions 1000 personnes et c'est un réseau à utiliser. Ce sont des Français, soit basés en France, donc il y a un comité dans chaque région,
Et il y a des comités dans tous les pays du monde. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ah ouais. La région... moi, je prends l'exemple... je vais vous donner un scoop. Bon, on parlait du Havre. J'ai réalisé effectivement que l'année prochaine, j'ai bien noté le 500e anniversaire. Bon, il y a un événement qui va avoir lieu. Il va y avoir les voiles du Havre. Ben, Saint-James, on va venir. On ne va pas laisser habiller d'autres Bretons, le comité d'organisation des voiles du Havre. C'est le seul événement qui est en Normandie concernant cet aspect de beau gréement qui vont venir, enfin ce qui nous concerne. Donc il faut marquer. Vous avez signalé tout à l'heure, on a quand même un littoral, le plus grand littoral de France, la mer. Il faut mettre ça en avant, mais il faut qu'on s'unisse. Voilà, il faut qu'on s'unisse. En tout cas, monsieur le Sénécal, il y en a un qui n'échangerait pas son siège normand contre un siège breton. C'est votre voisin. On va lui redonner la parole, monsieur Xavier Satoris, parce que ça m'a beaucoup frappé. Breton, non, mais je pense qu'il vaut mieux le préciser ici. Quand nous avons parlé pour préparer cette table ronde, il y a une chose qui m'a frappé. On réglera ça ultérieurement. Il y a une chose qui m'a frappé. Vous avez été le seul parmi 5 à ne pas évoquer, à ne pas comparer la Normandie à la Bretagne. Vous vous êtes dit, mais moi je suis en Normandie et la Normandie a des atouts considérables que n'a pas la Bretagne. Alors, je ne comparais pas avec la Bretagne, mais c'est vous qui allez, un peu loin. Non, moi je disais qu'à Biscorp, on exporte essentiellement dans l'Union européenne, hein, même si on a ouvert un bureau là aux États-Unis et qu'on commence à bien travailler avec le Moyen-Orient, mais 90% de notre export, c'est l'Union européenne. Et donc notre principal enjeu, le premier, c'est de trouver des clients, bien sûr, et le second, c'est d'arriver à livrer des marchandises chez les clients. Or, la Normandie est un nœud logistique extraordinaire. Enfin, je l'ai découvert. Je ne me suis pas installé ici. Enfin, je suis rouennais. Je me suis pas installé ici en faisant une étude de la logistique locale avant. Mais j'ai découvert, en me comparant à nos concurrents, etc., petit à petit, qu'on a des vrais atouts en termes de logistique qui sont considérables. Grâce au port du Havre, bien sûr, grâce au port de Rouen, grâce aux autoroutes qui vont de l'Espagne jusqu'en Hollande, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie infrastructure logistique avec des camions disponibles. Aujourd'hui, je sais que chez nous, des gars, ils peuvent appeler le matin et quasiment affréter un camion pour un pays étranger l'après-midi. Ça arrive, au pire le lendemain matin. Mais, je sais que d'autres collègues ou concurrents dans d'autres régions de France, ils sont obligés de s'y prendre une semaine à l'avance pour organiser un transport de 2-3 palettes à l'autre bout de l'Europe. Et ça, c'est un vrai avantage compétitif. Il y a une ville dont le nom n'a pas été cité depuis le début de nos échanges, c'est Paris. Et la proximité de Paris, de ce point de vue-là... pareil, là, je prenais le cas de la palette. On expédie beaucoup en messagerie, nous. Or, on est tout près, la Normandie est tout près des grands hubs de messagerie des transporteurs. FedEx, machin, UPS, etc., qui sont tous à Roissy. Et donc pareil, moi je sais que j'ai un colis qui Rouen à 17h, il sera livré quasiment partout en Europe le lendemain matin ou 2 jours après, parce qu'il aura pris l'avion pendant la nuit. Amazon à nous. Voilà. C'est notre Amazon à nous. Mais c'est pour un collègue qui est à Nancy, c'est pas le cas. Oui, absolument. Voilà. Lui, il perd au moins 24 heures dès le départ, par exemple. Donc là, on a des atouts un avantage compétitif qui sont réels. Sur beaucoup, là, pour le coup. Hein. Ouais. Édouard Philippe, cette description d'une Normandie riche, ça rejoint un peu votre propos préliminaire, et ça nous amène forcément à parler d'un des grands dossiers du moment, qui est l'axe Seine. Oui, ça nous amène évidemment à parler de l'axe Seine. Moi, je voudrais dire, avant de parler de l'axe Seine, qu'à chaque fois qu'une entreprise normande, où qu'elle soit, quel que soit son domaine de production, parle et s'inscrit dans une logique d'exportation, le maire du Havre se réjouit. Parce que tout passe par chez nous. Enfin, j'espère. Faites gaffe quand même. N'allez pas trop envers, c'est fini. Enfin, bon, mais... Et donc, pour l'économie havraise, le succès... Pour l'économie havraise, le succès de la Normandie,
c'est un bonheur, on vit avec. Donc vraiment, là, il y a quelque chose de très lié. Et l'atout que représente Le Havre en termes de nœud logistique, c'est évidemment un atout pour l'ensemble de la Normandie. Donc on est complètement en phase, et moi je me réjouis de tous ces succès à l'exportation. Et toute cette culture d'offres communes, de réseautage, de marketing commun, parce que je pense que c'est extrêmement précieux. Et au fond, ce qui est vrai pour la Normandie, dans le lien entre Le Havre et la Normandie, est en vérité vrai pour le lien entre la Normandie et le pays. La logique d'Axe Seine que vous décrivez, c'est une logique qui est une logique de captation des flux. C'est une logique de route. Je parlais tout à l'heure des Normands en Sicile. La grande richesse des grands empires, c'est les routes. Les Romains ont compris ça. Mais les Romains tiennent grâce à des routes, grâce à des institutions qui sont relativement stables, pas toujours, mais grâce à des routes. Et aujourd'hui, être sur la route, c'est-à-dire être proche du flux, c'est un avantage comparatif considérable et c'est un vecteur de création de richesse. Et tout l'objet de ceux qui se battent pour la construction d'un axe Seine, le renforcement d'un axe Seine, c'est de dire plus on captera les flux par chez nous, et donc moins ils iront ailleurs que chez nous, plus on localisera chez nous de la création de richesse, de l'emploi, de l'opportunité économique et donc, in fine, du développement. Et donc tout l'objectif, c'est de faire en sorte que les flux vers l'Europe ou depuis l'Europe vers le monde passent plutôt par la vallée de la Seine, par le triptyque Le Havre, Rouen, Paris, que par Anvers, Lille, Paris ou Rotterdam. Et là, il y a un enjeu qui est considérable, qui est redoutable à mettre en œuvre, parce que ça exige de bien aligner des stratégies différentes des grands acteurs portuaires, des grands acteurs économiques, de la SNCF, de l'État, des régions. C'est compliqué, ça prend du temps, c'est difficile. Mais l'enjeu, il est considérable. Et ce n'est pas un enjeu havrais, c'est même pas d'une certaine façon un enjeu normand, même si c'est excellent pour la Normandie, c'est un enjeu national qui devrait être perçu comme un enjeu national et porté comme un enjeu national. Et d'une certaine façon, la réunification de la Normandie, c'est-à-dire le fait que la Normandie se conçoive comme une unité avec un intérêt propre et commun, et qu'elle puisse parler d'une seule voix, ou plus exactement, qu'elle puisse faire parler beaucoup de gens dans le même sens, et pas simplement d'une seule voix, et ben c'est un atout pour l'Axe Seine. Et c'est quelque chose qu'on doit jouer. Parce que derrière la réussite de telle ou telle entreprise, derrière l'opportunité que peut représenter le nœud logistique pour telle ou telle entreprise, il y a un défi absolument commun qui est le renforcement de l'économie normande grâce à la captation des flux. Alors, l'Axe Seine, Philippe Augier, le Calvados, sauf à détourner la rivière, la Seine, ça vous concerne moins, ou vous êtes complètement dans cette initiative également ? On se sent complètement concerné, au point qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur la construction du pôle métropolitain autour de l'estuaire de la Seine, qui est le débouché de l'Axe Seine. Donc on se sent parfaitement concerné. L'estuaire de la Seine, c'est un territoire pertinent avec beaucoup de complémentarité, beaucoup de problématiques communes aussi, parce qu'il faut le gérer, cet estuaire. Et donc on travaille totalement ensemble sur cet aspect-là des choses. Alors on reviendra sûrement sur ce point dans le débat suivant qu'animera mon confrère Yann Bessoul, mais comme l'horloge tourne, je pense qu'on va maintenant se tourner vers vous dans la salle et vous proposer de poser vos questions aux premiers intervenants de cette première table ronde. Des micros sont à votre disposition, part et d'autre de la scène, donc n'hésitez pas à lever la main pour poser une question à l'un ou l'autre des participants. Je précise que dans les jours qui viennent, le système de chauffage fonctionnera mieux, je pense. J'attends les éoliennes pour pouvoir produire un peu de chaleur. On apprend chaque jour et chaque jour on s'améliore, et là c'est le jour 1. Donc, Alors évidemment, avec les projecteurs, on ne voit pas beaucoup. Oui, en face de moi, là, une dame. C'est toujours la première question la plus difficile à poser. Souvent, on commence par la deuxième. Ouais. Excusez-moi, parce que je suis anglaise aussi, donc c'est difficile pour moi. Donc moi aussi, j'étais un expert. Parlez bien dans le micro. Bien, rapprochez-vous juste du micro. Non, le micro marche. Le micro marche, mais vous parlez plus près. Oui, merci.
Je suis anglaise, donc excusez-moi mon langue. Donc, je suis aussi un exposant à Made in France à Paris. Et j'ai vu beaucoup de régions françaises qui ont zone de Haute-Loire, zone d'Alsace. Qu'est-ce que c'est possible d'avoir une zone de Normandie aussi? Parce que c'était une zone énorme et importante. Et à l'exposition à Paris, il n'est pas évident que Normandie a une grande participation. Ça, c'est ma question. Est-ce une question? Est-ce une... Qui veut réagir? Ils sont en train de discuter entre eux. Ils font appel au public. Non, mais on a... Non, mais moi non plus, j'ai pas entendu. On n'a pas entendu la question, On excusez-nous. a un retour son qui n'est pas bon, donc j'ai pas bien compris la question. J'ai cru comprendre que vous parliez du salon qui se passait, à Paris, du Made in France, et de la faible présence des entreprises normandes à ce salon, c'est ça? In English? You can speak English? C'est une question de la participation de Normandie comme l'État de Normandie. Donc, si voilà, la région en tant que telle et non oui, pas les entreprises normandes. Oui, il y a la une participation de la Normandie. région normande. Il y a les zones d'Alsace, les zones avec tous les participants d'Alsaciens et Haute-Loire. Mais pour Normandie, il n'y a pas un panneau qui Mais dit, ça va venir, si j'ai bien compris. Normandie. Alors, je ne vais pas répondre au nom de la Normandie, mais effectivement, je parlais du salon Made in France, donc l'année prochaine, au mois de novembre, il y aura un grand pavillon, et on espère que la Normandie sera même l'invité d'honneur du salon Made in France. Après, en ce qui concerne les bureaux de représentativité de la Normandie à Paris ou ailleurs, c'est pas de ma... Enfin, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Voilà. Mais c'est déjà un début. Hein. C'est déjà un début d'être tous présents au Salon Made in France. Et j'aimerais savoir dans la salle qui viendrait. Est-ce qu'il y a des entreprises qui viendront exposer leur savoir-faire déjà aux Parisiens? Voilà, il y en a déjà. Philippe déjà, on Augier. sera 3. Voilà. Oui, c'est tout l'objet du travail qui va être développé, c'est-à-dire d'identifier les lieux, les actions auxquelles on va devoir s'intéresser. Et c'est bien de nous signaler le salon Made in France. Tout à l'heure, Luc parlait de notre voyage en Corée. On part ce soir en Corée. C'est pas pour se balader. C'est que, en fait, on refait une opération que j'avais faite pour Deauville en 2009. C'est le dîner de fin d'année de la Chambre franco-coréenne de commerce, qui chaque année a un thème. Et en 2009, comme je connaissais bien le président de l'époque de la Chambre, je lui avais dit, je connais le thème de cette année. Alors il me dit, on ne l'a pas encore fixé. Je lui ai dit, si, c'est Deauville. Et cette année, c'est la Normandie. Et dans ce dîner, ce sont donc des chefs d'entreprise, quelques chefs d'entreprise français ayant leur entreprise, ayant une antenne à Séoul ou en Corée. Mais pour la grande majorité, ce sont des chefs d'entreprise coréens. Il y a 850 personnes qui vont assister à ce dîner sur le thème de la Normandie. Si vous voyez la décoration, on m'a envoyé hier le crobard de la décoration de la salle de 850 personnes à dîner. C'est extraordinaire ce qu'on va pouvoir faire en termes de promotion de la région. Donc il va y avoir beaucoup d'opérations de cette nature, enfin de nature différente d'ailleurs, en fonction de la culture des pays auxquels on va s'adresser. Et puis pour ce qui concerne les endroits où il faut chasser en meute, comme dirait Luc, moi j'aime bien l'expression, ça me dérange pas. Eh bien là, il faut qu'on les identifie et puis qu'on fédère l'ensemble des entrepreneurs qui veulent jouer le jeu, mais vraiment, on le sent de réunion en réunion, il y en a de plus en plus qui sont adhérents à la démarche. Ça monte. Une autre question? Alain, oui. Est-ce que Nicolas Combi est dans la salle? Nicolas. Alors Nicolas, vous m'aviez promis d'intervenir parce que je vous ai trouvé une 4e entreprise, Luc. Nicolas, il travaille chez l'entreprise Carver, il fait du matériel d'accastillage. Il va nous dire en quelques secondes ce dont il rêve. Oui, bonjour à tous. Nous, on s'est déjà rapproché de l'entreprise Saint-James, avec laquelle on a fait des bonnets récemment. Donc, on est une entreprise dans le monde du nautisme.
basé à Honfleur, qui nous sommes créés en 2003. Nous, on a un chiffre d'affaires à l'export qui est de 65%. Et j'ai d'ailleurs moi-même été VIE aussi aux États-Unis pour cette entreprise entre 2010 et 2012. Donc nous, on est une petite entreprise, 11 personnes. On se déplace énormément. Là, on a des projets de développement sur l'Australie avec peut-être l'ouverture d'une filiale à laquelle on est en train de réfléchir. Donc l'export, c'est vraiment c'est abordable. Il faut savoir faire l'effort en termes d'anglais, en termes de suivi. Et effectivement, la région, ça vous l'avez noté tout à l'heure, la région accompagne énormément les entreprises normandes. On a été beaucoup soutenus et c'est quelque chose qu'on souhaite redonner aujourd'hui. Donc on a exposé à un salon à Sydney au mois de juillet, dans laquelle on avait amené quelques brochures sur la Normandie, sur l'activité de la Normandie. Et c'est quelque chose qu'on souhaite faire de plus en plus et se rapprocher avec d'autres entreprises locales, donc notamment Saint-James, avec laquelle on a fait donc des bonnets récemment, avec laquelle on est en train de réfléchir pour habiller l'équipe, pour offrir des cadeaux à nos clients. Mais je pense qu'il y a plus à faire. On peut encore, moi j'aimerais bien me rapprocher d'entreprises qui font du Calvados, qui font des biscuits, qui font autre chose. Merci beaucoup de ce témoignage. Ce que me disait Nicolas, là, si tu me permets, ce que me disait Nicolas, c'est qu'en fait, quand il part chercher des marchés à l'étranger, il ne part jamais sans oublier de mettre dans ses bagages des produits normands. Et que la première chose qu'il fait avant de rencontrer un client, c'est lui offrir des produits normands. Il voudrait créer une espèce de dynamique, un pack normand. Philippe Augier. Oui, je voudrais juste rebondir sur cet aspect de l'export pour de jeunes entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises normandes assez costauds, qui ont montré le chemin du portage. C'est-à-dire des entreprises qui sont bien implantées dans un pays donné, qui peut intéresser des entreprises plus jeunes, mais qui n'ont pas les clés de pénétration du marché. Et ça, le portage, on va essayer de faire en sorte qu'il se développe. Et je racontais ça au Havre, avant-hier soir, en prenant l'exemple de Daniel Delahaye, le patron d'Isigny, qui a fait beaucoup de portage aux États-Unis pour des jeunes entreprises. Et il y a 2 entreprises qui étaient présentes dans la salle, dont Total, qui est venu me voir en me disant « mais on en fait aussi du portage ». Alors vous voyez, je ne le savais pas. Donc tout l'intérêt, c'est que chacun fasse part de son expérience, chacun fasse part de sa volonté de participer au jeu. On a besoin de grandes entreprises qui portent les petites pour pénétrer les marchés en leur donnant les clés. Et on a besoin d'assises comme celle-ci pour dire que ça existe. Voilà. Messieurs, merci, on peut vous applaudir. Merci de votre participation. Jérôme Dupont, Luc Le Sénécal, Xavier Sartoris, Philippe Augier et Édouard Martin. C'est la fin de cette première table ronde.